Au plaisir de vous retrouver sur la RTG. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Révision du Code de travail. Le ministère de la fonction publique a lancé le processus. Des innovations sont annoncées et les textes adaptés aux réalités du pays. Un phénomène inquiète les populations de Nongor. Elles voient leurs habitations se fissurer. Qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène? Sur place, une mission du ministère des Mines et de la Géologie pour comprendre. Nous parlerons également de l'exploitation minière. Notre pays veut respecter ses engagements en ce qui concerne la protection de l'environnement. À Bouquet, un rapport préliminaire est en cours de rédaction. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Tout d'abord, le président de la transition poursuit sa visite dans les services publics. Ce mardi, colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu dans les ministères de l'Habitat et de la coopération internationale. Le chef de l'État les a invités à la synergie d'action pour l'atteinte des objectifs escomptés. Compte rendu, Omar Baj. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué hier lundi 27 février 2023 une visite de travail à la Caisse nationale de prévoyance sociale dirigée par colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD. Objectif, échanger de vive voix avec elle et toucher du doigt les réalités qui découlent de la gestion de ce service stratégique. Les entretiens entre la directrice de la CNPS et le chef de l'État ont porté essentiellement sur les actions et stratégies en cours, ainsi que les perspectives dans le cadre d'une meilleure atteinte des objectifs assignés à cette structure. Dans le même ordre d'idées, le président colonel Mamadi Doumbouya s'est successivement rendu ce 28 février 2023 au ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, mais aussi au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Dans ces ministères, le président de la transition, chef suprême des armées, était venu s'enquérir de la mise en œuvre effective de leur feuille de route. Cette série de visites du chef de l'État a permis aux ministres de porter à la connaissance du président le niveau d'avancement des missions qui leur sont assignées. Ils promettent de jouer pleinement le rôle qui leur sont dévolus. Comme le président il a l'habitude de faire, c'est une visite inopinée qu'il a bien voulu me faire cet après-midi pour s'enquérir des conditions de travail du département de l'habitat. Et puis on a profité de ça pour échanger et lui exposer certaines de nos difficultés et qu'il prend bonne note de tout ça là. Il a encore insisté sur la rigueur et puis de prendre un bon élan par rapport à une évolution du département. D'abord, c'est de rappeler la vision que notre chef de l'État a d'avoir une administration publique saine, une administration publique avec des espaces de travail vraiment à la hauteur du rendement que nous voulons pour la population guinéenne. Aujourd'hui, il est venu s'enquérir de l'environnement dans lequel les agents du ministère du Plan et de la coopération internationale travaillent. Cet environnement, est-ce qu'il est adéquat? Il a été encore une fois de plus à notre écoute pour les petites préoccupations et demander un peu les orientations que nous avons. Nous avons eu l'occasion d'en débattre et c'est un président qui est à l'écoute de son gouvernement, de sa population et nous ne pouvons que nous en réjouir et lui présenter toute notre reconnaissance par rapport au soutien incessant qu'il ne cesse de porter à l'endroit de ce département stratégique. Le chef suprême des armées a pour sa part prodigué de sages conseils. Le colonel Mamadi Doumbouya a également donné des orientations quant à la démarche à entreprendre pour une meilleure synergie en vue de répondre aux préoccupations majeures des populations guinéennes. À travers ces visites surprises, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, matérialise ainsi sa volonté de voir le service public fonctionner dans les règles de l'art. Très tôt ce matin, une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger a pris son envol pour la Tunisie. L'objectif est d'aller secourir des ressortissants guinéens persécutés dans ce pays de l'Afrique du Nord. Fatmata Kourouma. C'est dans cet avion, maintenant bien connu des Guinéens et floqué aux couleurs de la République, que le ministre des Affaires étrangères
de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, ainsi que plusieurs cadres de son département ont pris leur envol pour la Tunisie. Pays où, depuis quelques jours, des ressortissants de l'Afrique subsaharienne subissent toutes sortes de sévices, au nombre desquels des Guinéens. Ce vol spécial a été diligenté par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour venir urgemment au secours des Guinéens vivant dans ce pays du Maghreb et ainsi faciliter leur rapatriement volontaire. Je voudrais les remercier et féliciter le chef de l'État, le président de la transition, le président du CNRD, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui, face à la crise qui a été créée en Tunisie, a demandé à la Guinée de se prendre en charge et a donc donné des instructions fermes pour que nous puissions aller secourir nos compatriotes. Donc l'élément numéro 1, c'est aller chercher les Guinéens qui veulent revenir dans leur pays. J'ai déjà dit que c'est une situation qui a été créée malheureusement par certains propos et tout, mais l'urgence n'est pas là-bas. L'urgence est comment venir en aide à nos compatriotes qui se trouvent menacés. Les premières actions, d'abord, nous avons recensé nos compatriotes qui sont là-bas, nous savons exactement qui est là. Ensuite, nous les avons localisés. Et deuxièmement, nous sommes en train de les regrouper. Et vous voyez maintenant qu'avec notre avion, un avion guinéen, nous allons chercher des Guinéens en Tunisie. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas une mission facile parce que les gens ne peuvent pas sortir au risque d'être agressés et tout. Mais le comité de crise du ministère des Affaires étrangères a pris tout ça en considération. Et avec l'appui de la présidence du chef de l'État et du Premier ministre, nous sommes très engagés à accomplir cette tâche. Et puis avec beaucoup d'enthousiasme, de dignité, de volontarisme, parce que c'est un signe fort que nous envoyons à nos compatriotes. Partout où ils seront avec le chef de l'État, ils seront avec le gouvernement guinéen, ils seront avec le peuple guinéen. La délégation du ministère des Affaires étrangères est attendue très prochainement à Conakry, avec des Guinéens sains et saufs, secourus à temps par leurs autorités, toujours à l'écoute de leurs préoccupations. Comme on le constate, la Guinée renaît peu à peu de ses cendres et opère son comeback dans le monde sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya. La récupération systématique de ses outils de souveraineté, comme cet appareil, en est la parfaite illustration. À présent, ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret 2023-0063 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère du Travail et de la fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller chargé de mission, M. Samoussa Leno, professeur de lycée, matricule 586 585 H, précédemment attaché de cabinet. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahima Souri Keita, matricule 286 525 D, précédemment directeur de l'Observatoire national du travail et de l'emploi. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Faya Moïse Ouendeno, matricule 589-128N, précédemment conseiller chargé de mission. Directeur de l'Observatoire national du travail, M. Mami Zaouro, matricule 588 826W, précédemment directeur adjoint de l'Observatoire national du travail et de l'emploi. Directeur adjoint de l'Observatoire national du travail, M. Yero Baldish, matricule 286-504C, précédemment directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 février 2023, colonel Mamadi Doumbouya.
Décret DICH 2023-0064 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Administration centrale. 1. Cabinet. Conseiller principal, M. Pema Guilavogui, précédemment conseiller en charge de la planification et des questions économiques et monétaires au ministère de l'économie et des finances. Conseiller chargé de la coopération internationale, M. Mamadou Lando Diallo, précédemment expert à la mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies à New York. Conseillère chargée de mission, Mme Aya Diawara, précédemment chef de la section culturelle à la radiodiffusion télévision guinéenne. 2. Direction nationale et générale. Directeur national des organisations internationales, M. Alfadio Idriss Anna, précédemment directeur national de la promotion du secteur privé au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Directeur national adjoint des organisations internationales, M. Marie-Jeanne Tolno, précédemment chef de section organisation internationale à caractère économique et technique au ministère du Plan et de la Coopération internationale. 3. Directeur national adjoint du Plan, M. Amidou Diallo, gestionnaire des projets chez Adeco Group Atlanta USA. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry le 28 février 2023, colonel Mamadi Doumbouya. Décret DICH 2023-0065 PRG CNRD SGG portant modification de certaines dispositions du décret DICH 2022-0471 PRG CNRD SGG du 5 octobre 2022 fixant le régime d'uniformisation de la rémunération et de la pension des magistrats de l'ensemble des juridictions. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète les dispositions de l'article 15 du décret D 0471 PRG CNRD SGG du 5 octobre 2022 fixant le régime uniforme de rémunération et de pension des magistrats de l'ensemble des juridictions sont abrogées et remplacées par celles du présent décret. Le montant de la pension mensuelle des magistrats est déterminé par l'application au montant de la dernière rémunération d'un taux de 40% pour 15 et à 24 années d'ancienneté, de 50% pour 25 à 29 années d'ancienneté, de 55% pour 30 à 34 années d'ancienneté et de 60% pour plus de 35 années d'ancienneté, à l'exception des indemnités de fonction, de logement et de transport. Par dérogation, les arriérés de pension des magistrats et des pensions de réversion des veuves des magistrats pour l'année 2022 sont payés et liquidés par les services du budget. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel. Conakry le 28 février 2023, colonel Mamadi Doumbouya. La Guinée ambitionne d'améliorer de façon considérable les relations de travail entre employés et employeurs. Depuis hier, le ministère du Travail et de la fonction publique a entamé le processus de réécriture du Code du travail 9 ans après la dernière révision, une retraite de 6 jours à Mafereya dans Forêt-Caria entre cadres de l'administration et du patronat et du syndicat pour doter le pays de textes qui s'adaptent aux réalités du pays. Mamadi Terna Kamisoko. Au ministère du Travail et de la fonction publique, plusieurs réformes institutionnelles et juridiques sont engagées en vue d'impulser une nouvelle dynamique au sein de l'administration et en milieu du travail. C'est dans ce cadre que s'inscrit la révision du Code du travail, outil fondamental de régulation et de gouvernance du monde du travail, des relations professionnelles et du droit syndical. Le Code doit
plutôt protéger les travailleurs, favoriser aussi les employeurs pour que les relations de travail soient saines, pour instaurer en République de Guinée un travail décent. Donc l'objectif de la révision du Code d'État, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait les relations de travail en République de Guinée, le monde du travail, qu'il y ait du travail décent. Le patronat a plusieurs préoccupations, notamment d'abord le contenu local, pour lequel il faut bien entendu apprêter des textes d'application pour que toutes les populations, les collectivités locales en profitent. Non seulement les collectivités locales, mais aussi le monde du travail. 9 ans après la révision du Code du travail, la République de Guinée a connu de profondes mutations qui encouragent le gouvernement et les partenaires sociaux à protéger les travailleurs. À l'écoute des interventions, notamment de la CGI et du représentant du mouvement syndical, nous avons été agréablement surpris de voir le niveau de réflexion qui se dessine déjà. Et c'est très prometteur. Pendant 6 jours, ces spécialistes du monde du travail, issus du syndicat, du patronat et de l'administration, vont discuter et analyser la législation du travail actuellement en vigueur. Le texte révisé sera prochainement soumis à l'organe législatif avant sa promulgation. L'enseignement technique, un important programme est entrepris pour renforcer les capacités des cadres dans tous les domaines de la gestion. En ce moment, l'accent est mis sur une bonne gestion du budget au niveau des écoles et centres de formation. Tiana Ousmane Diallo pour plus de détails. Parallèlement aux travaux entrepris pour moderniser les infrastructures d'enseignement technique, des efforts sont consentis pour améliorer la gouvernance et éradiquer les mauvaises pratiques dans la gestion financière. Ici, directeurs généraux des écoles de formation professionnelle ainsi que leurs responsables financiers s'imprègnent du contenu des manuels de comptabilité et de gestion budgétaire. Le gouvernement a mis en place des réformes en matière de finances publiques. Et le cadre juridique a été bien rénové à travers une loi des finances publiques surtout. La bonne gestion de ces finances publiques est une condition essentielle au développement économique de notre pays et d'un service bien sûr. Et d'où l'intérêt de maîtriser les règles de gestion de ces finances publiques. Initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, cette formation permettra de rendre les administrations plus efficaces dans la gestion des ressources et prévenir d'éventuelles incompréhensions entre directeurs et responsables financiers. Cette formation va nous aider à une cybernétique de régulation comportementale au point de vue de l'exécution du budget, de la bonne gestion des finances publiques et pour que l'État ne paye que la bonne dépense, la vraie dépense et la juste dépense. Il s'agit spécifiquement du renforcement des capacités des participants en matière de procédure de préparation du budget, de l'exécution du budget, du contrôle et suivi de la tenue de la comptabilité budgétaire de notre établissement. La formation va durer 5 jours et est animée notamment par les cadres de la Direction générale du budget et de la Direction nationale du contrôle financier. Éducation également avec la visite du ministre de l'enseignement préuniversitaire au Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre Guillaume Awing poursuit son offensive pour la qualification du système éducatif guinéen. À Riyad, des pistes de coopération pour développer la langue arabe sont explorées. Et depuis Riyad, Abdelaziz Baldé pour la télévision nationale. Promouvoir et valoriser la langue arabe à travers le monde reste un défi important pour la fondation Complexe international Roi Salman. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire se positionne comme un partenaire privilégié. La création de la direction de la langue arabe au MIPUA en fait foi. Entre le ministre Guillaume et les responsables de cette fondation, les débats sont orientés sur l'émergence de cette nouvelle direction. Des annonces fortes sont faites et l'avenir promet. On est ravis de tous les efforts que le Guinée fasse pour les gens qui apprennent la langue arabe. Ici, dans le complexe de Roi Salman de la langue arabe, avec le ministre de la Culture saoudien, on est intéressé par améliorer la langue arabe partout dans le monde. Depuis plus de 10 ans, les élèves de franco-arabes ne bénéficient pas de bourses d'études comme l'enseignement général. Aujourd'hui, cette disparité n'est qu'un lointain souvenir. L'université Imam Mohamed Saoud de Riyad constitue la dernière étape de cette journée chargée.
Considérée comme la meilleure université du royaume, les responsables de cette institution annoncent dans les mois à venir la construction à Conakry d'un institut et de formations en ligne. Cette université est très fière et même mettre à la disposition de la Guinée ses services de formation électronique et autres. Nous sommes prêts à l'admettre et à augmenter le bon nombre de Guinéens. Nous sommes très contents de savoir que cette université s'engage à avoir des filières dans notre pays. L'une des visions du chef de l'État, le président de la transition, est accorder aussi une place de choix à l'apprentissage de la langue arabe dans notre pays. Cette université publique saoudienne accueille plus de 70 000 étudiants venus à travers le monde, parmi lesquels 52 jeunes Guinéens. Ici, ils apprennent entre autres la science et la technologie. L'enquête régionale de conjoncture est lancée à Cancan. Les acteurs sont sur le terrain pour le suivi des activités économiques locales. Objectif, présenter le rapport du climat d'affaires pour faciliter la prise de décision. Diamokaba et Marwan Kamara nous en disent plus. Bientôt, un rapport régional des conjonctures du second semestre 2022. Les travaux d'enquête sont lancés à Cancan pour cerner le climat d'affaires et le pouvoir d'achat des ménages. La nouvelle méthode de surveillance compte atteindre plusieurs objectifs. Ce rapport régional de conjoncture a pour objectif la mise à disposition régulière des informations économiques de la région et définir une orientation de l'investissement pour les acteurs économiques. Nous félicitons aussi tous les acteurs économiques qui se sont mobilisés afin de répondre à ce rendez-vous pour que réellement nous ayons désormais au niveau de la région des données exactes en ce qui concerne ce rapport régional de conjoncture. Le programme commun harmonisé touche tous les secteurs d'activité. Des enquêteurs seront déployés sur le terrain pour recueillir toutes les informations. Les données seront également utilisées pour déceler le cycle économique de la savane. C'est de former les enquêteurs à l'utilisation en fait des tablettes, parce que c'est dans les tablettes que les questionnaires sont consignés et ils vont procéder par appel téléphonique à la collecte d'informations auprès des acteurs économiques et auprès du secteur privé dans tous les secteurs de l'activité économique. Le programme est exécuté par la Direction nationale des prévisions économiques et de la conjoncture. Le document, une fois élaboré, va servir de guide pour les opérateurs économiques et investisseurs potentiels pour renforcer leur capacité de gestion. Je vous l'annonçais dans les titres, des fissures enregistrées sur des bâtiments au quartier Nongo, situé dans la commune de Ratoma. Même le sol n'est pas épargné par le phénomène. Les populations sont inquiètes. Sur place, une mission d'urgence est dépêchée sur les lieux par le ministère des Mines et de la Géologie. Maïmouna Bella Diallo. À Nongo, plus précisément dans les secteurs de Konteya et de Khourekbe dans la commune de Ratoma, des fissures apparaissent sur plusieurs logements, pour la plupart des immeubles. Ces fissures sont visibles partout, au niveau des murs, sur les carrelages et même sur le sol. Chez les citoyens, c'est la chicose. Nous avons constaté ces fissures il y a de cela 2 mois. Mais ces fissures s'agrandissent, deviennent de plus en plus considérables depuis un certain temps. Au début, c'était à la dimension d'une aiguille. Aujourd'hui, vous voyez là, derrière moi, juste combien de fois c'est grand. Toute la main entière peut entrer dedans. La qualité du sol que nous avons ici, ça m'amène beaucoup à réfléchir. J'ai constaté qu'il y a une ligne, comme vous avez constaté dehors là, qui quitte dehors et qui divise la maison comme ça, et qui rentre dans cette chambre, et qui sort de l'autre côté couloir, et qui rentre dans la cour de mon voisin, et qui, il y avait une murette entre le grand bâtiment qui est au bord de la route là et chose, et ça coïncidait à ça, ça l'a cassé pour la première fois, ils l'ont refait, ça l'a cassé pour une deuxième fois. Même cette année-là, à pareil moment, quand ça a commencé encore, ça a encore cassé, et la ligne là se propage juste en face de son immeuble. Alerté, une mission conjointe ministère des Mines et de la Géologie, accompagnée du chef de quartier, s'est rendue sur les lieux pour constater l'ampleur du phénomène. Nous avons fait
une lettre d'information à l'autorité communale pour attirer leur attention et les expliquer l'urgence qui s'oppose à Nongo. Le constat est fait déjà. Nous avons trouvé que vraiment les bâtiments sont impactés. Nous allons nous retourner, préparer un rapport et proposer des mesures d'atténuation par rapport à cette zone. Et d'ores et déjà, nous pouvons dire que cette zone a besoin d'un plan stratégique de développement spécifique par rapport aux études géotechniques et hydrogéologiques. Quand je dis géotechnique, l'étude de fondation, de sol et tout ce qui rentre là-dessus. Et quand je dis hydrogéologie, c'est par rapport au comportement des forages. En attendant de déterminer exactement les causes de ce phénomène, les conséquences sont palpables sur le terrain. Des familles commencent déjà à déménager et des mesures d'urgence s'imposent. Pour répondre à l'appel du président de la transition, un jeune Guinéen de la diaspora soulage son voisinage. Mamadou Salih Fofana décide de bétonner les ruelles du secteur 4, installe des panneaux solaires et des robinets dans le quartier de Yimbaya. Sekou Sissoko, Makemedunzo. Il a choisi des actions pragmatiques pour toucher tout individu qui pratique cette ruelle. Sur une voie complètement dégradée, dans le quartier Yimbaya, secteur 4, où loge Mamadou Salih Fofana. Les eaux de ruissellement cachaient la beauté de cet endroit. Aujourd'hui, dans ce quartier, un vaste chantier d'utilité publique est ouvert. Ce jeune opérateur économique, quadragénaire, désenclave toutes ses habitations situées tout le long de ce passage. C'est aussi ma manière d'accompagner le président et le CNRD à la réalisation de leur vision du développement et de la refondation de notre pays. Je lance un appel à tous mes concitoyens guinéens de la diaspora de venir contribuer à la réalisation de la vision du président et du CNRD. Je prends 10 personnes dans mon compte. Les jeunes du quartier viennent aussi au secours, les femmes viennent aussi au secours pour nous aider d'avoir l'eau pour que le travail aille vite. Sur fonds propres, Mamadou Salih Fofana rajoute sur ce bétonnage des panneaux solaires et des robinets, des besoins longtemps réclamés par les habitants. Ces montagnes de rochers qui étaient là, tout est plat aujourd'hui. Un fils de ce terroir est venu penser à ses voisins pour faire un tel travail qui nous libère, qui ferait désormais que les yeux fermés, on peut circuler. Avant, on puisait dans les puits, mais avec l'arrivée de Fofana, cette crise d'eau est devenue un souvenir pour tout le secteur. Pour le moment, près de 300 mètres sont déjà bétonnés dans un climat de convivialité. Saïdou Fofana, Cisco pour les intimes, compte élargir ses actions de bienfaisance sur d'autres ruelles voisines du secteur 4 de Yimbaya, dans la commune de Matoto. Je vous le disais hier, 200 millions de dollars, c'est l'enveloppe projetée par les autorités de la transition pour réaliser le projet présidentiel de construction de la cité administrative de Koloma. Le financement est acquis par les responsables de la BCRG et l'association professionnelle des banques. C'est un projet qui annonce la viabilisation de la totalité du site directionnel de Koloma sur 169 hectares. Saint-Martin, Francinadoun. Le plateau de Koloma, baptisé Centre directionnel, va bientôt changer d'image architecturale. À travers la réalisation de la cité administrative, la viabilisation du site démarre avec l'impulsion du chef de l'État. 200 millions de dollars américains, soit près de 2000 milliards de francs guinéens, sont débloqués pour l'exécution des travaux. Sur la chaîne de mobilisation et de gestion de cette bagatelle, la Banque centrale de la République et l'Association professionnelle des établissements de crédit et des banques. On rassure l'État que les fonds sont disponibles, on rassure l'État de l'engagement ferme de l'APB à accompagner tous les projets prioritaires de l'État et en particulier ce projet qui tient à cœur son Excellence Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc le financement est acquis. En fait, il y a un financement avec une banque étrangère qui est déjà acquis. Et pour que ce financement arrive, il y a pas mal de revues qui sont en train de faire. Et donc pour ne pas prendre de retard, nous avons mis en place en fait un bridge loan. En fait, c'est un prêt relais. Donc les banques guinéennes vont mettre en place des prêts
à la disposition de la SONAPI en attendant que ce financement arrive. Et donc nous avons essayé d'avoir les conditions les plus favorables pour la SONAPI. Ce projet, une fois terminé, sera un véritable pôle d'attraction. Un écoquartier avec toutes les commodités va être érigé ici. 12 bâtiments R+7 pour 2500 bureaux, les aires de jeu et les VRD, voiries et réseaux divers viennent améliorer l'image architecturale de la ville de Conakry. La construction de cette cité est une volonté du président de la République qui a instruit le gouvernement à ce que cette cité soit construite. Cela dans le but de donner à l'administration guinéenne des infrastructures dignes de nom. Cette zone n'était pas déguerpie pour rien. C'était déguerpi pour des causes bien définies et c'est cette cause-là pour laquelle on est là aujourd'hui. La Banque centrale de la République et l'Association professionnelle des établissements de crédit et des banques se montrent plus déterminés à trouver les fonds qui permettront d'atteindre les objectifs durables, notamment à travers la mise en œuvre d'infrastructures de portée nationale. La présentation au ministère des Transports de la première phase de l'étude de faisabilité du projet de construction de la voie ferrée Conakry-Kouria, un projet d'envergure nationale qui devrait contribuer à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens dans le Grand Conakry. Sona Sagno, Abdoulaye Diallo. Doter la Guinée d'un véritable réseau ferroviaire propre au pays pour améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens, telle est l'ambition des autorités de la transition. Après le diagnostic réalisé en novembre dernier, les experts présentent la première phase de l'étude de faisabilité du projet de construction de la voie ferrée Conakry-Kouria, long de 65 km avec un écartement standard de 1435 mm. Ce corridor ferroviaire stratégique constitue le premier lot du projet de reconstruction du chemin de fer Conakry-Kankan-Bamako. C'est une très bonne chance d'avoir un projet très important pour amener la qualité de vie à la population de Conakry et pour développer la Guinée. On fait les études pour les chemins de fer et je suis optimiste et je pense qu'on va arriver à une bonne solution avec un bon projet pour le pays. La ligne Conakry-Kouria, comme nous le savons tous, a été malheureusement démantelée de Conakry à Kankan. Néanmoins, l'emprise ferroviaire est toujours là. Et cependant, c'est un combat quotidien que nous menons pour la protection de cette emprise-là, qui subit des occupations anarchiques de part et d'autre. Donc, notre combat, c'est de préserver ces emprises-là en prélude à la reconstruction de la ligne, mais aussi pour des aspects de sûreté et de sécurité. La reconstruction du chemin de fer Conakry-Niger est une priorité présidentielle inscrite dans la feuille de route du gouvernement de la transition. N'oubliez pas que également nos voisins, notamment nos frères du Mali, qui sont déjà venus travailler avec nous, également ceux du Burkina Faso qui sont passés dernièrement nous voir. Nous avons vraiment un projet de pouvoir développer justement cette ligne-là, ce corridor-là, pour pouvoir les atteindre et pouvoir continuer à faire ces échanges-là commerciaux entre nos différents pays. L'exécution du projet va contribuer à renforcer le transport, non seulement des personnes, mais aussi des marchandises, et surtout connecter le port sec de Kagbeling au centre logistique de Kouria, afin de désengorger les voies de circulation dans le Grand Conakry. Le tribunal de Kaloum a obtenu gain de cause dans l'affaire de trafic international de cocaïne. Le tribunal a en effet condamné 5 accusés à 10 ans de prison et 2 autres en fuite activement recherchés écopent de 20 ans chacun. Une victoire pour l'État guinéen constitué en partie civile. Tiana Younoussaba. Ils ont été renvoyés devant le tribunal criminel de Kaloum pour détention et transport international de drogue à haut risque. L'affaire remonte à février 2022 lorsque ces accusés de nationalité turque ont été arrêtés dans les eaux guinéennes avec une importante quantité de cocaïne. Au terme donc des débats, ils ont été déclarés coupables des faits mis à leur charge. Pour la répression, en application des articles 19, 20, 64, 818, 819 du Code pénal, condamne Aymen Yuldis, Nirat Soural, Irfan Torang, Denis Goldogrou, Youssouf Ouzounet à 10 ans de réclusion criminelle.
condamne Emra Nerer, Bülent Koumous à 20 ans de réclusion criminelle par défaut et 17 mandats d'arrêt contre eux à l'audience. En plus des peines de prison, le tribunal a reçu la constitution de l'État de Guinée représentée par l'agence judiciaire de l'État et donc le navire qui a servi de transport de la cocaïne sera vendu au profit de la Guinée. 7 personnes, n'est-ce pas, ont été poursuivies pour des faits de détention, circulation et transport international de cocaïne. Aujourd'hui, cette poursuite est aboutie à leur condamnation. Et cela confirme la volonté et l'engagement des autorités de la transition à lutter contre le trafic de drogue. La décision réjouit les avocats de l'État. Cependant, ceux de la défense comptent faire appel de la décision. Maintenant, nous irons à la cour d'appel et je suis persuadé que cette décision qui est prise ici sera infrimée en appel. Pour rappel, cette cocaïne saisie a été incinérée en banlieue de Conakry par la justice en présence des partenaires de la Guinée, une volonté exprimée dans la lutte contre la drogue. Demain, 1er mars, la monnaie guinéenne aura 63 ans. Elle a été créée le 1er mars 1960, 17 mois seulement après l'indépendance du pays. Et depuis cette date, les billets ont enregistré plusieurs changements de signes monétaires avec à la clé une gestion saine de la politique monétaire, les motivations et le parcours de la monnaie guinéenne. Le commentaire est signé Boubacar Ba. La monnaie n'est pas un sujet technique mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance. Pour créer une monnaie, il faudrait disposer de l'or ou son équivalent en dollars. Or, au moment même qu'on célébrait la victoire du non le 2 octobre 1958, toutes les cargaisons de monnaie disponibles, moins les petites coupures de francs CFA, ont été rapatriées à l'aide d'un bateau affrété pour la circonstance sur Dakar par la France et nos avoirs extérieurs gelés aussitôt. 17 mois après, le jeune État, fidèle à sa vocation, lance sa propre monnaie, le franc guinéen, avec comme parité 1 franc guinéen pour 1 franc CFA, avec sur la coupure l'effigie du président Sékou Touré le 1er mars 1960. Le même jour, le siège de la BCEAO cède la place à la Banque centrale de Guinée, créée à la même date et inaugurée par Lansana Beavogui. De 1964 à 1984, la gestion directe des banques par les pouvoirs publics a affecté la monnaie suite aux faillites enregistrées. Le cili imprimé en Chine remplace le franc guinéen avec comme parité 1 cili pour 10 francs guinéens en 1972. À partir de 1985, le président Lansana Conté opte pour une gestion libérale. 5 nouvelles banques se mettent en place. Mieux, le cili, dévalué à 92%, cède la place au franc guinéen imprimé en Grande-Bretagne et lancé en janvier 1986, date de la reprise des relations entre la Guinée et le Fonds monétaire et la Banque mondiale. De 1994 à 2008, une loi bancaire a été promulguée. Les statuts de la Banque centrale réaménagés. 8 autres nouvelles banques sont créées. De nouvelles coupures de type 1998 ont été émises en 1999 et 2000. Des coupures de 100 et 5 000 mises en circulation, mais les pièces disparaissent. En 2006, 3 nouveaux billets de 500 000 et 5 000 ont été injectés dans le circuit bancaire. Entre 2007 et 2008, un nouveau billet de 10 000 a été introduit pour corriger la série 2007. Progressivement, en 2015, pour mieux répondre aux exigences des standards internationaux, avec l'ère du numérique, tous les billets ont été redimensionnés, à la clé la mise en circulation du billet de 20 000 en mai 2015. En 2018, le billet de 10 000 a été ajusté et une coupure de 2 000 introduite. Les jetons ont disparu dans le circuit bancaire depuis 2008, depuis l'arrivée du CNRD qui a mis fin à la saignée financière dans le pays. Le franc guinéen, obtenu de haute lutte grâce à la clairvoyance et à l'esprit de patriotisme de nos devanciers, continuera toujours à porter le flambeau de l'honneur et de la dignité qui a caractérisé les Guinéens. Direction du BRICA où un nombre important d'enfants seront formés en prise de parole publique et en technique de montage de projets. C'est une initiative du club Rabi et les enfants en collaboration avec Plan Guinée. Le point avec Moussa Bangoura. Le club Rabi et les enfants et Plan International Guinée s'unissent pour former un nombre important d'enfants dans la commune urbaine de Dubreka. L'idéal est de renforcer les capacités de ces tout-petits pour qu'ils soient de véritables acteurs de changement, capables de représenter la petite enfance à l'échelle nationale.
et même internationales. Nous avons été bénéficiaires d'un programme qui s'appelait Youth Challenge de plan international, d'où nous sommes sortis 3e au niveau national. Donc à travers ce programme plan international, nous a accompagnés pour mettre en œuvre un projet ici dans la zone urbaine de Dubrega. Et le projet, c'est un projet de renforcement de capacité des enfants affiliés de plan international. Chaque enfant a un potentiel. Donc il faut stimuler en eux ce potentiel pour les permettre d'avoir un développement harmonieux et de pouvoir valoriser ces compétences qui sont à l'interne. Pour ce projet pilote, 25 enfants, dont 13 filles, seront encadrés dans la préfecture. Pendant 6 mois, ils seront formés en prise de parole en public et en technique de montage de projets. Il faut bien les préparer pour qu'ils soient de bons citoyens, pour qu'ils soient utiles à notre commune, à la préfecture et à la région, même à la nation. Avec cette synergie d'action à Dubrega, des engagements sont pris de part et d'autre avec les parents des enfants afin de réussir ce pari de développement personnel dès la tendre enfance. Et puis des femmes s'engagent à assurer la sécurité sanitaire chez les jeunes filles. Elles les encouragent à l'utilisation des cotons hygiéniques dès le bas âge. Une action soutenue et accompagnée par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Mohamed Kamara. La santé sexuelle, autrefois considérée comme un tabou dans la société, constitue de nos jours une préoccupation de l'ONG Action des femmes et filles de Guinée. Pour gagner ce pari, cette structure encourage l'utilisation des serviettes hygiéniques par les filles. Le lancement de la campagne de sensibilisation dans la commune de Matoto a été placé sous le signe « Mon hygiène, ma sécurité ». Nous lançons un appel à tout un chacun, toute personne qui peut vraiment faire quelque chose pour nous faciliter l'installation des points de vente des serviettes hygiéniques dans ces écoles et universités pour pouvoir permettre aux jeunes filles de s'en procurer quand elles sont dans le besoin. Cette action sanitaire de haute portée vise à accompagner les efforts du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables dans le respect des droits des jeunes filles. Je ne peux que vous accompagner. Et mon accompagnement ne sera pas dans les mots. Nous avons aujourd'hui une direction au sein du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est un fonds qui a été créé il y a à peine 7 mois. Mais je vous assure que le premier fonds qui va sortir de là ira pour vous. Dans les prochains jours, la structure Action des femmes et des filles compte installer des points de vente des cotons hygiéniques dans les écoles et universités de la place. Par ailleurs, les travaux de restitution et de vulgarisation des recommandations issues des assises nationales se poursuivent à l'Elouma. Pendant 3 jours, les membres du comité national des assises et les citoyens de la commune urbaine étaient en discussion. Marwan Kamara était de la partie. À l'image des autres localités du pays, la préfecture de l'Elouma accueille aussi les membres du comité national des assises. Pendant 3 jours, la vulgarisation du contenu des 45 points de recommandation issus des assises nationales a fait l'objet des débats entre les citoyens de l'Elouma et les membres du comité technique des assises. Je pourrais vous dire, avec toute franchise, les modalités qui ont été faites, Dieu merci, vos recommandations, les plupart ont été prises en compte. Car le danger le plus important dans notre pays, que tout le monde cherche, c'est la paix. Et nous savons qu'il n'y a pas de paix sans la vérité. La vérité est la justice. La justice avec le pardon. Le pardon à vivre ensemble. Parce que nous sommes tenus de vivre ensemble en tant que. Il s'agit de rencontrer les populations et les acteurs socio-professionnels de l'Elouma, les exposer les 45 points sous forme d'ateliers, discuter, les dire ce qui est en train d'être fait maintenant dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations et les perspectives qui sont pour la réalisation des points à venir.
Cette concertation pourrait permettre à la population de l'Elouma de mieux comprendre le contenu des recommandations des assises nationales engagées par les autorités de la transition. Nous demandons les Guinéens au pardon, nous demandons aux Guinéens de s'entendre, de rester ensemble. Voilà le souhait du chef d'État. Ces assises nationales sont des opportunités pour les Guinéens de réécrire et de construire ensemble la nation en préservant l'héritage commun. Dans l'actualité également, le chef d'état-major de l'armée de l'air poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Le général de brigade aérienne Yarouba Touré est à Kankan, dans la 3e région militaire du pays, où il a visité les bases secondaires régionales. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est la 3e étape de la visite du chef d'état-major de l'armée de l'air dans les bases secondaires de la Guinée profonde. À Nabaya, dans la 3e région militaire de Kankan, le général de brigade aérienne Yarouba Touré, chef d'état-major de l'armée de l'air, entouré de ses proches collaborateurs, est accueilli par le commandant de région et l'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées pour la circonstance à la place d'armes du camp Sundiata Keita. Le but, transmettre à l'ensemble de la troupe les mots de remerciement et d'encouragement du chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, aux hommes en uniforme. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom du ministre de la Défense nationale, au nom du chef d'état-major général des armées, c'est la discipline et l'abnégation. C'est ce qui fait notre force. Le sacrifice d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Il était opportun, donc qu'on vous réitère nos félicitations et nos remerciements. À Yankana, un site est prévu pour la construction de nouvelles infrastructures pour la base aérienne secondaire de Kankan au profit de l'armée de l'air guinéenne. Déjà, il y a 11 bâtiments, 7 fosses septiques, un château d'eau et un fourrage. Donc déjà, nous avons déjà fait toutes les fondations. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau des élévations. Au niveau de Djankana, c'est le dernier plan qui a été fourni par rapport au logement du commandant de la base et celui de son adjoint. Ces détails ont été relevés, ça a été remonté à l'entreprise qui est en charge, n'est-ce pas, de ces constructions. Et les jours à venir vont procéder, n'est-ce pas, à ces corrections. Dans 8 mois, les travaux de construction de ces bases secondaires dans les régions militaires seront inaugurés pour le bonheur de l'aviation militaire guinéenne. Pour terminer, comment favoriser une exploitation minière plus respectueuse de l'environnement et à moindre impact? La Guinée et ses partenaires comme le PNUD se mobilisent pour finaliser un rapport préliminaire permettant de définir le niveau d'impact des activités minières dans la région de Bouké. Le point avec Abdoulaye Diallo et Sarafdine Diallo. La région de Bouké abrite d'importantes réserves de bauxite. Ces dernières années, elle est devenue un pôle d'attraction des investisseurs miniers. À ce jour, 17 sociétés minières exploitent dans la zone. Cette floraison n'est pas sans conséquence, avec une pression énorme sur l'environnement. Une préoccupation qui amène l'État guinéen à initier une étude d'évaluation sur les effets de cette exploitation. L'avantage de ça, c'est de dire que voilà ce qui est en train d'être fait. Cela va donner même une action aux miniers qui sont en train de travailler pour dire que voilà l'État, voilà ce qu'on est en train de faire pour corriger. Ça va donner aussi au gouvernement une idée pour dire que voilà ce qu'est l'état de position, pour le permettre de faire le suivi, le monitoring. L'objectif de cette rencontre, c'est la restitution des résultats de l'étude portant sur l'évaluation du potentiel de pollution et nuisance dans la zone minière de Bouké. La Guinée, non seulement d'abord est un scandale géologique, mais n'oublie pas que Bouké aujourd'hui représente une grande partie. Cette rencontre vise donc à partager avec les parties prenantes le rapport préliminaire de l'étude pour examen. Il est question pour les participants d'enrichir le rapport et de formuler des recommandations concrètes et pertinentes. L'élaboration du rapport de cette étude va permettre à la Guinée de s'inscrire sur la trajectoire de net zéro émission à l'horizon 2040 dans le secteur minier, qui est un engagement contenu dans notre contribution déterminée au niveau national. Ce qui aidera à coup sûr le pays à réduire l'utilisation des énergies fossiles pour la production d'électricité, le transport et les procédés industriels afin de lutter efficacement contre les changements climatiques.
À l'issue de cette évaluation, un document sera élaboré. Le document devra servir de guide et de stratégie de référence aux prochains plans nationaux de développement socio-économique dans les zones minières de la Guinée, particulièrement dans la région de Bouquet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. À demain.